Bonjour chers élèves, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous fais donc la correction des questions que je vous avais données sur les textes Robur le Conquérant. Donc tout d'abord, je vous avais demandé de lire un petit peu tous les textes de la page. On a d'abord le texte de Robur le Conquérant que vous connaissiez. Vous avez également une représentation de ce que pouvait être dans l'imagination de Jules Verne, tel que c'est décrit dans le texte, ce fameux albatros. Donc ça vous donne un peu la façon dont ça fonctionne avec les hélices propulsives et suspensives. Ça peut être pas mal d'avoir un peu l'aperçu de ce que ça pouvait donner. On avait un autre texte de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, qui cette fois-ci est consacré à un sous-marin. Et ça vous donne un autre personnage de Jules Verne, avec sa représentation également graphique. Et puis deux autres textes autour de Robur le Conquérant, enfin le premier autour de Robur le Conquérant, et les deux extraits de Paris au XXe siècle, ici que vous avez dû lire, qui montrent un petit peu le fonctionnement de Jules Verne, notamment après avoir écrit tous ces textes où il mettait en scène des inventions, il va quand même un petit peu en revenir et voir un avenir plus négatif. On en reparlera. Alors, sur la première question, les points communs entre l'attitude de Robur et celle du capitaine Nemo. Ils sont tous les deux assez enthousiastes, ils sont contents, ils sourient, ils s'exclament, ils sont contents qu'on leur pose des questions ou d'expliquer le fonctionnement de leur machine. Ils expliquent bien les caractéristiques de leur machine, enfin l'un mieux que l'autre, et une chose est sûre, c'est qu'ils la jugent supérieure à toutes les autres machines du même type, donc supérieure au navire dans le cas du capitaine Nemo, et supérieure aux autres, enfin aux ballons, aux montgolfières en fait, dans le cas de Robur. Leur attitude est donc pédagogique, ils expliquent, et en même temps un peu condescendante puisqu'ils méprisent les autres. C'est plus la situation qui est différente. Robur, il méprise, il oppresse ses compagnons, il les a kidnappés, alors que Nemo, il est face à quelqu'un qui est également enthousiaste. Donc forcément, il va être plus positif, enfin, ou en tout cas pas positif de la même manière. Ici, il est moins, si on prend le texte du capitaine Nemo, il est moins précis. Il va pas du tout faire le même développement sur le fonctionnement de son navire. En revanche, il est beaucoup plus poétique, beaucoup plus enthousiaste de façon assez concrète, là où Nemo est un petit peu carrément condescendant avec le sourire de dédain à la fin. Sur les termes techniques employés pour parler des machines, surtout sur celui de Robur, hein, le reste m'intéresse moins. Donc on avait trois types de vocabulaire. Le vocabulaire de la physique, c'est là que les cours se croisent avec tout ce qui va être la vitesse, les points d'appui, entraîner, pousser, etc. Mais aussi tout ce qui est relatif à l'ingénierie, le fait d'être un ingénieur, donc de faire se déplacer des choses et de s'organiser pour cela, le fait de visser, de se déplacer horizontalement, les hélices propulsives, les hélices suspensives, etc. C'est ce que conçoivent les ingénieurs. Et puis les machines de transport qui sont également du vocabulaire technique, surtout de l'époque, hein, notamment les steamers et les aérostats. À quoi ça sert dans la démonstration? Donc question 2b. Ça sert à montrer que Robur s'appuie sur les sciences et sur la connaissance. Ça sert à montrer que c'est pas un texte d'utopie, c'est pas un texte comme ça un peu complètement inventé. Jules Verne essaie de faire croire à une crédibilité de son entraîneur. Je vous ai raconté, Jules Verne va quand même imaginer que des choses qui vont réellement exister après, comme les fusées, comme les hélicoptères, etc. À l'époque, ces choses n'existent pas, mais il a une connaissance suffisante pour faire croire que ça pourrait exister en donnant un appui scientifique. Ça permet de montrer la supériorité de la machine de Robur ici, mais ça permet aussi à Jules Verne d'être crédible. Question 5. A. Relever et analyser un passage révélant que Robur prend plaisir à parler de son invention. Alors on pouvait choisir plusieurs passages. Moi j'ai choisi le passage qui commence à « j'ai voulu ». Je vous le surligne ici.
J'ai voulu que l'air fût pour moi un point d'appui solide, et il l'est. J'ai compris que pour lutter contre le vent, il n'y avait tout simplement qu'à être plus fort que lui, et je suis plus fort. Nul besoin de voile pour m'entraîner, ni de rame, ni de roue pour me pousser, ni de rail pour me faire un chemin plus rapide. De l'air, et c'est tout. De l'air qui m'entoure ainsi que l'eau entoure le bateau sous-marin, et dans lequel mes propulseurs se vissent comme les hélices d'un steamer. Voilà comment j'ai résolu le problème de l'aviation. Voilà ce que ne fera jamais le ballon, ni tout autre appareil plus léger que l'air. Dans sa façon d'argumenter ici pour montrer un enthousiasme, il utilise des anaphores en répétant j'ai au début, puis de l'air, puis voilà, pour accentuer la puissance, la force de sa démonstration. Mais cette répétition peut aussi montrer un enthousiasme qui va amener à avoir un discours moins structuré. Il utilise aussi un vocabulaire qu'il met en scène de façon positive. On a vu que Robur était très content de lui, donc j'ai compris, je suis plus fort, de l'air c'est tout, j'ai résolu le problème, etc. Tout ça le montre positivement. Et il va aussi dévaloriser les autres moyens de transport, là aussi, pour montrer la supériorité du sien. Nul besoin d'eux, ni de rame, ni de roue. Voilà ce que ne fera jamais le ballon, ni tout autre appareil. Donc d'un côté, lui qui est représenté positivement, ce qui va montrer aussi son plaisir qui est lié au fait de parler positivement de quelque chose, et en l'occurrence lui et sa machine, et de l'autre côté, une négation des autres appareils. Et enfin, question 6. Je l'ai perdu. Question 6. Quels éléments donnent au lecteur l'impression d'assister à une scène extraordinaire? 2 sur un second, blablabla, à l'espace. Donc là aussi, je vous surligne et je vous relis le passage. Sur un second geste de Robur, les hélices suspensives se murent alors avec une... Mure, c'est le verbe se mouvoir, donc se déplacer au passé simple. Forcément, c'était un petit peu compliqué, mais c'est pas le verbe se murer. Ça correspond à la situation actuelle. Restez chez vous bien au chaud. Donc se murent alors avec une rapidité telle qu'on aurait pu la comparer à celle des sirènes dans les expériences d'acoustique. Leur frrrr, c'est le retour des R, monta de près d'une octave dans l'échelle des sons, en diminuant d'intensité toutefois à cause de la raréfaction de l'air, et l'appareil s'enleva verticalement comme une alouette qui jette son cri aigu à travers l'espace. Dans ce passage, on a de nombreux procédés qui accentuent le côté extraordinaire. Un que je viens de repérer en le lisant, c'est ces allitérations R. L'appareil s'enleva verticalement comme une alouette qui jette son cri aigu, raréfaction. Bref, je ne vous les refais pas tous, mais vous avez entendu que vers la fin, on avait plus de R pour imiter le bruit des hélices. On a des comparaisons. Une rapidité telle qu'on aurait pu la comparer à celle des sirènes dans les expériences d'acoustique. Ici, c'est les allusions des sirènes, type sirène de pompier, pimpon papon. Mais ça peut aussi donner dans l'esprit du lecteur un aspect mythologique. Les sirènes d'Ulysse, les sirènes d'Andersen, la petite sirène donc, qui seraient des personnages mythologiques. Et l'autre comparaison, donc l'appareil s'enlève verticalement comme une alouette qui jette son cri aigu. On note que la comparaison, elle est fondée donc sur une alouette, une image naturelle pour montrer que l'appareil d'hélicoptère vole comme un oiseau, donc très naturellement. Ça parle du mouvement, mais finalement ça parle aussi du son. Et on va avoir beaucoup de choses sur le son, hein, le cri aigu de l'alouette, les sirènes, mais aussi le frr ici, là, c'est ce qu'on appelle une onomatopée, puisque c'est un mot qui imite un son réel. On va également avoir une précision musicale. Il monta de près d'une octave dans l'échelle des sons, donc on passe d'un mi... Enfin bon, bref, je vous passe les comparaisons musicales, mais c'est précis musicalement parlant. Et les spectateurs sont donc marqués auditivement par la scène. Et enfin, autre chose, on va avoir une alliance entre toujours le vocabulaire scientifique, les hélices suspensives par exemple, les expériences d'acoustique. Donc là, c'est comme si on était dans un laboratoire d'ingénierie, mais on a aussi à côté de ça des hyperboles, par exemple la rapidité telle qu'on aurait pu la comparer, etc. Donc ce mélange des deux choses va faire de la scène une scène extraordinaire.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez donc le texte de Zola à relire pour vendredi, pour le petit exercice du vendredi qui est maintenu. Sur l'organisation, vous pouvez me l'envoyer donc en version tapée, vous pouvez le prendre en photo lisible, la photo s'il vous plaît, et me l'envoyer également, tout ça par Pronote ou sur mon adresse mail que je vous ai donnée et que je vais vous redonner dans la discussion Pronote. Tout passe par Pronote en priorité, même si là je vous renvoyais vers un lien extérieur. Bonne journée à vous!